très chère demoiselle, j'ai une question à te poser. La question c'est, est-ce que tu es consciente des problématiques, on va dire, qui existent pour les juives de France quand elles sont en situation de divorce et que l'homme parfois ne veut pas donner le guet, et comme il ne veut pas donner le guet, en fait il l'utilise comme un vecteur de chantage pour obtenir ce qu'il a envie, ce qu'il aimerait obtenir. Alors le problème c'est que c'est une réalité qui existe. Est-ce que tu as déjà conscience de cette réalité qui existe? Est-ce que tu as déjà entendu parler? Oui, mais ça s'étend pas que en France. Oui, c'est vrai, c'est dans le monde entier. Mais exactement. Je trouve qu'en France, c'est particulier. Parce qu'en Israël, finalement, ça appartient au système législatif national, et donc c'est traité. Moi, je pensais plutôt à l'Amérique, mais d'accord. Et aussi aux États-Unis, ils considèrent, ils sont capables de considérer, si tu veux, la législation juive comme un dommage qui est causé à la femme. Et à ce moment-là, la législation américaine peut prendre cela en compte. Je ne sais pas automatique, c'est vrai, mais la France est encore plus particulier parce que la France ne considère pas du tout, le système législatif français ne considère pas du tout la législation, je dirais, juive, redite. Donc c'est un problème qui est encore plus important. Alors ce qui m'importe à moi, c'est de montrer parce que quand on fait une espèce de critique de ce mécanisme-là, de cette problématique, certaines personnes ont tendance à croire qu'on fait une critique de la religion et qu'on critique la halakha et qu'on cherche à toucher la sacro-sainte halakha. Et donc on veut changer la loi, ce qui n'est pas le cas. Moi ce que je dis, ma position, elle est de dire que, en fait, dans le fond, la halakha, elle est dans l'esprit dans lequel elle a été construite, dans le contexte dans lequel elle a été construite, elle était, je dirais, entre guillemets, parfaite. Même le fait qu'on doive demander à l'homme de donner le guet. Et je dirais, et même dans le cas où il est récalcitrant, il y avait des solutions. Parce qu'il y avait un principe, on dit que la loi qui a du sens, que s'il y a les chomrim, les chotrim, c'est-à-dire s'il y a les juges, shoftim des chotrim, ceux qui gardent. Non, shoftim des chotrim, c'est-à-dire les juges, le beddin, et chotrim, c'est-à-dire le policier qui est chargé de faire respecter la loi, c'est-à-dire une force qui est coercitive, concrète. Et cette réalité n'existe plus en France. Avant la Révolution, les Juifs avaient une autonomie juridique, c'est-à-dire qu'ils avaient non seulement leurs propres tribunaux juridiques, le beddin, etc., mais ils avaient aussi les hommes qui étaient chargés de faire appliquer la loi. Au Maroc, les Juifs avaient cette totale indépendance. Quand des Juifs se retrouvaient à avoir un conflit, eh bien, ils allaient devant le tribunal juif et donc ils réglaient le conflit. Donc ça, c'est un premier exemple de changement, je dirais, sociologique profond qui s'est produit entre les Juifs du Maroc quand ils sont venus, et quand ils sont venus en France, ben, on a perdu les Juifs, les communautés juives ont perdu leur autonomie juridique. Donc quelque part, on a perdu notre identité, on s'est assimilé. Pourquoi? Parce que Napoléon a décidé, les Juifs n'avaient pas vraiment le choix, mais ils ont dû accepter ça, ils n'avaient pas vraiment le choix en vrai. Donc que finalement la loi juive passe en second plan, donc en fait elle n'est que accessoire. La question est, pouvons-nous accepter ça? C'est plein comme ça de remarques qui ressortent. Ensuite, avant, les communautés juives, elles n'étaient pas complètement inscrites dans la société civile. Aujourd'hui, en France, un couple qui va divorcer, il va aller dans le tribunal civil. Et donc, il y a ce tribunal civil qui va prononcer le divorce, etc. Et qui plus est, le tribunal civil aujourd'hui, avant ils étaient peut-être injustes à l'égard des juifs, aujourd'hui c'est totalement transparent et ça repose sur un droit qu'on peut accepter ou qu'on mais le fait est que c'est un fait. Et malgré cela, il y a encore derrière le tribunal, le problème dit que la logique juive qui se perpétue, mais qui finalement se retrouve à être contre les intérêts de la femme, alors que la ketouba, le principe même de la ketouba du contrat de mariage juif, qui en fait un contrat de divorce, une espèce de protection qui a été mise en place pour protéger la femme. Aujourd'hui, on aboutit à ce que ce contrat qui a été construit pour protéger la femme, en cas de divorce, se retrouve être un contrat qui est une source de rançonnement contre la femme. Donc on aboutit à une perversion de l'utilisation du mécanisme halachique dans son mécanisme. C'est tout le contraire. Normalement, la ketouba, c'est pour protéger la femme en cas de divorce. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est le guet, ce droit spécifique qui est donné aux hommes, se retrouve à être contre la femme.
avant. Une autre situation qui résulte d'un changement sociologique et qui rappelle une nécessité de réactualiser l'application de cette loi. Avant, les communautés, quand l'homme ne voulait pas donner le guet, eh bien, les communautés avaient le droit de faire pression sur l'homme en lui disant ne faisant plus monter la Torah, et puis après ça donnait à monter un frère, ou même le frapper. Aujourd'hui en France, on ne peut plus frapper, c'est illégal, on est en prison pour ça. Tu ne peux pas faire le kherem et ne pas faire monter la Torah. À l'époque, eh bien, les communautés qui étaient très soudées ou très plus ou moins bien ancrées dans leur contexte, eh bien, ça avait du sens. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus ce modèle de communauté. Qui plus est encore, avant la halakha était systématiquement appliquée au niveau local. C'est-à-dire le pouvoir était décentralisé. Aujourd'hui, c'est terminé. Cette religion n'existe plus. On croit que la loi est une sacro-sainte, elle est internationale, universelle, immuable, alors que c'est faux. La loi a été appliquée dans un contexte, avec un Beddin dans son contexte qui lui appartenait, et donc c'était compréhensible par rapport à son contexte. Alors qu'aujourd'hui, les gens croient que la halakha c'est un shamaïm, et ça ne bouge pas, et c'est éternel, et que c'est. Voilà. Alors que non, une loi, le sens dans son contexte, et c'est parce que pendant des millénaires, enfin des millénaires, un millénaire ou deux, la loi est appliquée dans son contexte, c'est une loi qui avait du sens. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation, enfin, dans la réalité de l'application de la loi. Donc voilà, on a identifié des changements sociologiques profonds qui font que ce n'est plus du tout, la façon dont elle est appliquée aujourd'hui, ce n'est pas du tout en phase ni avec l'identité juive, ni avec la réalité, ni avec l'esprit de la loi. Et donc, ces quelques pistes qui ont été ouvertes montrent combien il est devenu aujourd'hui nécessaire dans le monde, mais en particulier en France, de mettre le sujet sur la table et enfin, une fois pour toutes, de réactualiser la façon dont on applique la halakha sur cette question et de le résoudre une fois pour toutes, car après tout, il s'agit d'une injustice. Et plus on identifie les paramètres de cette injustice sont clairs, donc on comprend le sens et on comprend que c'est une injustice qui se fait, qui plus est au nom du judaïsme, on comprend que c'est insupportable. Et donc à ce titre-là, il convient à ceux qui ont le pouvoir, la responsabilité, et je nomme directement les Beddin, le consistoire de France, à agir. Ils en ont la capacité. S'ils le font, ils font une révolution dans le monde juif, ils deviendront exemplaires, ils deviendront un modèle pour le monde juif. Et c'est ça mon espoir.